Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? On fait pas chier. On essaye? Allez. Vous trouvez pas, vous, que l'Amérique est vraiment dans une merde totale? Vous voyez ce que je veux dire? On dirait que le pays est à deux doigts de dire ras le cul. Y en a marre. Quoi, c'est pas vrai, tout est pollué. L'environnement, le gouvernement, les lycées. Y a le choix. Tiens, en parlant de lycée, l'autre jour, je glandais dans les sacro-saints couloirs. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a une vie après le lycée? J'ai déjà du mal à imaginer demain, alors une année entière de cette merde. Ouais, dans le mille et mille. C'est encore moi et mes conseils de savoir-vivre à l'usage de tous, bande de petits vénards. Salut à tous et à toutes, et bienvenue à ce nouvel épisode express de Retour à l'écran. Alors aujourd'hui, c'est moi, Mick, qui vais vous raconter en détail la fabrication d'un film que j'affectionne. Allez, on emprunte une fois de plus la DeLorean pour remonter le temps, en 1990 pour être exact. Le mur de Berlin vient juste de tomber, les Américains et George Bush sont en pleine guerre du Golfe, et durant le deuxième septennat de Mitterrand, une centaine de milliers de lycéens français manifestent pour dénoncer les conditions matérielles déplorables dans certains lycées. Il s'agit d'un temps où il n'y a pas de smartphone, pas de téléphone portable, pas d'internet et donc pas de YouTube et pas de podcast. Une année où sort un film teenager un peu particulier et devenu culte avec le temps, qui traite avec acuité du malaise adolescent lorsqu'on se sent à part et perdu dans un monde adulte hypocrite. Un long métrage rythmé par des chansons de groupe rock émergents comme les Soundgarden, qui ne sont pas encore des références mais qui annoncent la couleur des années 90. Je veux bien sûr parler de Pump Up the Volume, traduit par Plein Volume chez nos amis canadiens, écrit et réalisé par Alan Moyle avec Christian Slater et Samantha Mathis. Y a-t-il une vie après le lycée? C'est ce qu'on va voir. Bande annonce. Salut, croyez-le ou pas, c'est Harry Latrick. Tu sais qui c'est? Alors, qui est fidèle au poste ce soir, hein? On dit que c'est là que la réception est la plus cool. Y a plus rien à faire nulle part, les bons coups ont été tirés par les autres. Toutes les grandes idées ont été usées jusqu'à la moelle, on en a fait des parcs. Il le fait dans sa cave tous les soirs. Il faut que tous les jeunes s'emparent des ondes. Volez-les. Vous avez une voix, utilisez-la. Christian Slater. Dites des horreurs. Pump up the volume. Mark Hunter est un lycéen solitaire. Il est particulièrement timide, en rupture avec ses parents, et il vient d'arriver en Arizona. Et dans la cave de la maison familiale, il monte secrètement une radio pirate qui est son échappatoire et son seul moyen d'expression. Caché derrière son micro et sa voix transformée, il explose. Il se transforme tous les soirs en Hard Harry, Harry Latrick en français. Et il fait ressortir avec des mots bien sentis toute la rage, les désirs et les frustrations des lycéens. Son émission est de plus en plus suivie par les jeunes de son lycée qui se reconnaissent dans ses mots. Mais sa popularité grandissante et surtout le suicide d'un des lycéens attire l'attention de l'administration et des autorités, mais aussi de la jeune et créative Nora. Cette jeune fille est captivée par la voix, la personnalité mystérieuse et fascinante de Harry. Et elle va tenter de découvrir sa véritable identité. Le jeune Canadien Alan Moyle démarre sa carrière dans les années 70. Il navigue entre New York, où il travaille comme technicien et acteur dans des petites pièces off-Broadway, et le Canada, en compagnie de Frank Vital, un cinéaste indépendant et underground. Alan Moyle écrit des scénarios, mais aussi il joue la comédie, il fait parfois de la régie, de la production, et par ailleurs, il produit et réalise quelques documentaires et courts-métrages. Et son amour pour la contre-culture et les personnages en marge ne le quitteront jamais. C'est comme ça qu'il rencontre le comédien Stephen Lack, qui interprète des années après Cameron Vale, le héros de Scanners de David Cronenberg, et ensemble, ils écrivent The Rubber Gun, une sorte de portrait étrange du monde de la drogue à Montréal. Alan Moyle et Stephen Lack décident de faire le film en totale indépendance. Ils démarrent donc le tournage en 1974 et le terminent en 1975 avec un budget dérisoire de 90 000 $. Les deux scénaristes sont également à l'écran. Alan Moyle y interprète un étudiant qui fait une thèse sur un groupe de hippies qui est dirigé par Stephen Lack justement. Après une sortie très confidentielle, The Rubber Gun est sélectionné dans plusieurs festivals en 1977, comme celui de Locarno, ce qui place donc Alan Moyle sur l'échiquier des réalisateurs à suivre. Et c'est sûrement ce qui intéresse le producteur australien Robert Stigwood. Même si le nom de Stigwood ne vous dit rien, vous connaissez les films qu'il a produits puisqu'il est derrière toutes les comédies musicales mémorables des années 70. Jésus-Christ Superstar, Bugsy Malone, Tommy, Grease ou encore La Fièvre du samedi soir, ils sont tous là. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Alan Moyle qui lui propose alors une idée qu'il a coécrite avec sa compagne, Léa Ungar, qui travaille à la fois dans le milieu musical et du cinéma.
C'est un projet inspiré par le carnet d'une jeune femme qui souffre de troubles mentaux. Un journal intime qu'Alan Moyle découvre par hasard dans un canapé usagé qu'il a acheté. Et l'idée d'Alan Moyle, c'est de réaliser un film un peu punk. C'est en partie cet aspect qui intéresse le producteur Robert Stigwood, qui se dit qu'il va justement pouvoir surfer sur la vague musicale punk qui bat alors son plein. Après quelques retouches sur le scénario exigé par Stigwood, le projet porte à présent le titre Times Square. The music that lifts your soul is not what you hear on the radio. It comes out of the street, and tonight, it's gonna happen on Times Square. Times Square est produit pour 5 millions de dollars. C'est donc le premier film de studio pour Moyle, ça devrait lancer sa carrière, mais malheureusement, la fabrication est un véritable cauchemar pour lui. Car pour accompagner la sortie du film, Stigwood a prévu un double album avec des titres des Ramones, de Patti Smith, de Lou Reed, mais aussi complété par d'autres artistes de la scène New Wave ou Pop comme Roxy Music, The Pretenders, Talking Heads, Joe Jackson, The Cure. Un mélange intéressant et foisonnant, mais pas forcément très organique avec la nature punk et marginale du projet. Mais Robert Stigwood va plus loin. Il insiste pour qu'on enlève des séquences de dialogue pour les remplacer par des séquences musicales afin d'exploiter les titres de l'album justement. Mais Alan Moyle estime qu'il a fait assez de concessions sur le projet et refuse d'inclure ces nouvelles séquences. Et après un solide bras de fer entre les deux hommes, Alan Moyle finit par être congédié. Le montage est donc finalisé par le producteur, les séquences en question sont greffées au forceps, en résulte un film hirsute qui ne correspond plus vraiment aux envies d'Alan Moyle, ni même du public d'ailleurs, puisque lorsqu'il sort en salle en 1980, il fait un véritable bide aussi bien commercial que critique. Et Alan Moyle est si dépité qu'il entre dans une phase dépressive et qu'il en perd brutalement tous ses cheveux. S'ensuit une traversée du désert durant quasiment toutes les années 80. Pourtant, bien qu'il ait abandonné l'idée de réaliser, il continue d'écrire, des scénarios, mais aussi des livres. Pendant quelques temps, il développe même un roman intitulé Radio Death, Radio Mort. Et pour l'écrire, Moyle repense au phénomène des radios pirates qui ont commencé à se développer en Angleterre dans les années 60, avec des lois anti-pirates qui ont été mises temporairement en vigueur pour les contrer. Moyle y greffe aussi des réminiscences de sa jeunesse passée dans une petite ville du Québec pendant l'après-guerre. Il se souvient en particulier d'un camarade qu'il admirait, un adolescent qui se servait d'une imprimerie amateur dans le sous-sol de la maison de ses parents pour en faire des brochures anonymes qu'il distribuait à l'école, dont certaines s'en prenaient directement au proviseur et à l'institution. Et enfin, Moyle garde une trace indélébile du destin d'un jeune voisin de quartier qui s'est donné la mort en pleine forêt avec une carabine 22 long rifle. Un acte qui a profondément bouleversé le jeune Alan Moyle. Et c'est donc avec toutes ces idées en tête qu'Alan Moyle invente le personnage d'un jeune lycéen qui anime une radio pirate. L'idée d'un type qui se parle à lui-même dans sa cave m'est venue comme ça. Mais l'idée d'un gamin solitaire et en colère qui trouve un moyen de s'exprimer, il découvre par hasard un exutoire à toutes les choses horribles qu'il ne peut pas dire à ses parents et à ses amis. Cette idée était très forte. À ce stade, il s'agit surtout d'un personnage obsédé par le sexe et la mort qui annonce qu'il va se suicider à l'antenne à la fin de son émission et qui imagine toutes les manières pour le faire. Mais au fil de la soirée, il devient de plus en plus clair qu'il n'a pas l'intention de passer à l'action. Pour compléter la construction de ce personnage de Hard Harry, Harry Latrick en français, Moyle s'inspire de deux figures importantes de sa jeunesse. D'une part, le personnage fictif Holden Caulfield, l'adolescent tourmenté du fameux roman L'Attrape-cœur de Salinger, et d'autre part, le bien réel Lenny Bruce, l'humoriste contestataire et controversé des années 60, qui d'ailleurs a inspiré à Bob Fosse son biopic en 74 avec Dustin Hoffman. Harry Latrick devient donc un personnage révolté qui utilise à la radio un langage très grossier et fait même semblant de se masturber sur les ondes pour interpeller l'auditeur. Oui, Harry Latrick ne recule devant rien pour garder ses trois auditeurs collés à leur poste. Et je vous dis pas avec quoi. Mais de votre côté, que feriez-vous, mes loulous, Je veux dire, que pourriez-vous faire pour surprendre et dégoûter votre insatiable et cher Harry, Mais au bout d'un moment, Alan Moyle se dit qu'il tient un sujet avec une matière visuelle et sonore peut-être plus adéquate pour un film que pour un roman. Il décide donc de le transformer en synopsis de long métrage. Alan Moyle est un amateur de films étranges qui remuent le spectateur, comme Performance avec Mick Jagger ou encore Ne vous retournez pas avec Donald Sutherland. Il imagine alors un film obscur, underground, sombre, poétique, avec une bonne dose d'humour noir. Un film qui aurait pu être mis en image en noir et blanc par le photographe Robert Frank, une de ses idoles.
En 1987, Alan Moyle propose un traitement de 45 pages à plusieurs sociétés de production sous le titre Lean on Me, qu'on pourrait traduire par Repose-toi sur moi. Il attire rapidement l'attention de SC Entertainment, une boîte canadienne qui a produit plusieurs films à très petit budget, des films d'horreur, des thrillers et des petites comédies. Et ils entrent en développement. Et ce n'est pas au Canada que le projet va véritablement éclore, mais à New York. Le jeune Sandy Stern vient d'abandonner ses études en psychologie clinique pour se lancer dans le cinéma. Il travaille comme directeur de production dans un bureau satellite de SC Entertainment. Et forcément, Sandy Stern entend parler du traitement d'Alan Moyle. Et à sa lecture, le projet résonne tout de suite en lui. Pendant toute mon enfance, je m'en souviens comme si c'était hier, il y avait une station de radio. Je disais bonne nuit à mes parents, je me mettais au lit, j'attendais que l'émission commence, elle commençait à minuit, et pour moi, c'était une fenêtre sur le monde. C'était une station de radio alternative qui parlait et débattait de choses dont j'avais jamais entendu parler, d'une façon aussi ouverte, aussi intéressante, aussi sexuelle, aussi franche. Cette voix à la radio m'a tellement influencé que quand j'ai lu le scénario, j'ai tout de suite compris le pouvoir que quelqu'un qui s'adresse à des jeunes aussi barges que lui, à minuit, pouvait avoir. Sandy Stern est donc très emballé par le projet qui lui rappelle ses difficultés pour s'intégrer durant toute son adolescence. Mais selon lui, il manque un troisième acte à l'histoire pour muscler un peu l'intrigue qui est très prometteuse mais aussi un peu flottante. En sa qualité de directeur de production, Sandy Stern organise alors un rendez-vous avec Alan Moyle à la White Horse Tavern, un bar new-yorkais très connu à Greenwich Village. Et Alan Moyle arrive au rendez-vous avec une belle chemise blanche. Autour d'un verre de vin, les deux hommes discutent. Sandy Stern est débutant, il est nerveux, mais il explique sa forte connexion avec le projet et donne son avis sur le troisième acte. Il avance même une idée pour conclure cette histoire. En l'écoutant, Alan Moyle est tellement content qu'il se redresse d'un coup pour prendre Sandy Stern dans ses bras et renverse du vin sur sa chemise. Alan Moyle est euphorique et il dit à Stern « Nous devons faire ça ensemble, c'est le film que je veux faire et je veux le faire avec toi. » Mon connard de père m'a offert cet émetteur radio à ondes courtes pour que je puisse parler avec mes vieux potes. Mais je n'ai jamais réussi à contacter personne. Alors j'ai commencé à parler à personne. Je me disais que personne m'écoutait. J'imaginais qu'il y avait peut-être au moins quelqu'un, quelque part. Enfin. Un matin, je me suis réveillé et j'ai compris que je ne serais jamais tout à fait normal. Et je me suis dit, je m'en tape. Je me suis dit, ainsi soit-il. Et Happy Harry Latrick a fait ses débuts. Et ensemble, à New York, ils vont patiemment travailler sur l'écriture du scénario. Ils déplacent l'idée autour d'un éventuel suicide de Mark Hunter, et c'est à présent un autre personnage, un auditeur homosexuel qui contacte Harry Latrick pour lui expliquer son mal-être et qui finit par mettre fin à ses jours, ce qui va lancer le deuxième acte du récit. Stern et Moyle étoffent aussi les personnages secondaires et le final avec une poursuite en hélicoptère. Ils affinent également le cadre du film, un lycée qui est inspiré par celui où la sœur d'Alan Moyle enseigne à Montréal. Le directeur de cet établissement avait fait un pacte tacite avec les professeurs pour améliorer la crédibilité de l'école sur le plan scolaire, mais aux dépens des élèves en difficulté. En s'appuyant sur cette idée, sous l'impulsion de Sandy Stern, ils font de la directrice du lycée l'antagoniste du film, ce qui ajoute de la résistance d'ailleurs contre Harry Latrick. Ne pouvez-vous donc pas comprendre que rien n'est plus important qu'une bonne éducation? Excepté le droit d'y accéder. Mon cher Brian, j'ai le plus haut quotient de réussite aux examens de cet État. Mais par quels moyens? Les résultats parlent pour moi. Ce travail d'écriture s'étend sur une année. Et même si Moyle est le seul crédité au scénario finalement, une grande partie de l'écriture revient à Sandy Stern. Toutefois, les syndicats des auteurs sont très vigilants pour préserver les droits des auteurs contre des producteurs ou même des réalisateurs peu scrupuleux. Et ils refusent donc à Sandy Stern de figurer comme co-scénariste du film, malgré les protestations de Moyle. Mais Sandy Stern n'insiste pas, il reconnaît de toute façon que la force du scénario provient essentiellement d'Alan Moyle. Stern préfère mettre son énergie ailleurs, et en particulier pour convaincre Moyle de repasser derrière la caméra. En confiance avec Sandy Stern et motivé par le projet, Alan Moyle finit peu à peu par accepter de se positionner comme réalisateur. Mais avant de montrer le scénario terminé à des investisseurs, les deux hommes savent qu'il faut trouver le jeune comédien approprié pour incarner Mark et son avatar radiophonique. Un personnage à deux facettes, à la fois doux et joyeux, mais aussi potentiellement démoniaque. Car évidemment, tout le monde voudra savoir qui est au casting.
Même si Moyle n'a pas d'acteur spécifique en tête, il verrait bien John Cusack, qui a joué dans 16 Candles de John Hughes, ou encore Garçon choc pour Nana Chic de Rob Reiner. Stern et Moyle le contactent, mais Cusack leur explique qu'ils arrivent un an trop tard. Ils viennent jouer dans un film qui n'est pas encore sorti sur les écrans, qui s'appelle Un monde pour nous, de Cameron Crowe, et à 23 ans, ils ne souhaitent plus vraiment rempiler dans un rôle de lycéen. Au même moment, Sandy Stern part en Italie, au MIFED, un marché du film dont Alain Schlokhoff nous a déjà parlé dans l'interview qu'il nous a accordé à propos de son propre festival, et Sandy Stern y découvre le film Heathers, connu en France sous le titre Fatal Games, une comédie noire qui se déroule dans un lycée avec Winona Ryder et Christian Slater, dont certaines mimiques rappellent celles de Jack Nicholson. They called him J.D. He was a rebel. Chaos is great. Chaos is what killed the dinosaurs, darling. Christian Slater est le fils d'un comédien de théâtre et d'une directrice de casting. Ce New-Yorkais se retrouve alors dès son plus jeune âge dans plusieurs films comme Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano ou encore Tucker de Francis Coppola. Il n'a pas encore 20 ans et c'est l'acteur cool et prometteur du moment. Et Stern a l'intuition que c'est le comédien qu'il leur faut. Alan Moyle, qui n'a pas vu Fatal Games, n'est pas très convaincu. Il trouve Slater un peu trop beau pour le rôle de loser qu'il a en tête. Mais Sandy Stern insiste et au printemps 1989, les deux hommes déjeunent avec Christian Slater à l'hôtel Sunset Marquis à Hollywood. Et la rencontre fait des étincelles. Christian Slater est si emballé qu'il exprime son envie immédiate de faire le film. Sandy Stern peut donc partir à la pêche aux investisseurs. Alan Moyle et Sandy Stern entrent alors en pourparlers avec Island Pictures, la branche cinématographique du célèbre label musical Island Records. Le directeur de la société se montre très intéressé, mais à condition qu'une séquence du scénario soit modifiée. Et Sandy Stern s'en souvient encore. Je vivais à New York, j'étais parti en week-end, j'étais à East Hampton dans une cabine téléphonique, car il n'y avait pas de portable, et je me souviens que ce type m'a dit « Si cette scène est dans le film, on ne fait pas le film. » Il parlait du personnage gay, du jeune qui veut se suicider parce qu'il est gay. Alors je lui ai dit « Tant pis, vous ne ferez pas le film. » Et je lui ai raccroché au nez. C'en était fini du premier investisseur qui devait faire le film. De toute façon, C'est fini. Le show est terminé. Je suis fini. Il n'y a plus qu'à m'achever. Mettez le pied. Votre pote arrive vous dit sayonara. over and out. Oh, c'est pas vrai, tu n'as pas le droit. Une autre société suivait le projet depuis quelque temps et se montre intéressée. C'est la New Line Cinema. Dirigée par Robert Shaye, c'est une boîte de production et de distribution les plus connues à cette époque. C'est la New Line qui se retrouve derrière des films comme Les Griffes de la Nuit ou Critters, bien avant de s'envoler au début des années 2000 avec la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Sandy Stern et Alan Moyle partent à Los Angeles pour rencontrer les pontes de la New Line. Ils sont reçus par Sarah Richer, une des productrices de la société et bras droit de Robert Shaye. Et Sarah Richer, qui aime déjà le scénario, est également séduite par le caractère un peu fou et plein d'énergie d'Alan Moyle. Et à la fin de l'entretien, Sarah Richer manifeste son désir d'entrer en production rapidement. Évidemment, en faisant rentrer des sociétés établies comme la New Line, le projet perd progressivement sa nature très underground. Le film devient plus linéaire, un peu plus pop, afin de séduire un public plus large, et même s'il bougonne parfois, Alan Moyle fait quelques compromis car il sait de toute façon que le film ne pourra exister que de cette manière. Oh putain, tu vois pas que ça me rend malade? Marc, mais qu'est-ce qui te prend? Écoute, Nora, hier soir je me suis planté, je veux pas continuer, c'est fini, c'est terminé, fini. Mais tu étais à 2 doigts. À 2 doigts de quoi? De faire passer ton message. Nora, c'est toute ma vie que tu veux foutre en l'air, c'est ça que tu veux? C'est plus seulement ta vie, ça concerne nos vies à tous, Marc. Tu n'as pas le droit, nous avons besoin de réponses. Et moi aussi. Marc! Tu veux me foutre dans la merde, t'es jeté? Non, c'est le monde qui nous a foutus dans la merde. C'est toi qui l'as dit, tu n'as pas compris que tu es la voix. Tu es la voix que tu appelais de toutes tes forces. T'es complètement dingue. Non, c'est toi qui me fais devenir dingue. À présent que le film est sur le point de se faire, il faut trouver le reste du casting, et en particulier la comédienne qui va interpréter l'impétueuse Nora. Durant l'été 89, chapeautée par la directrice de casting Judith Olstra, Stern et Moyle rencontrent toutes les jeunes comédiennes de l'époque. Drew Barrymore auditionne même 2 fois, mais selon Moyle, elle ne convient pas au rôle. Le casting s'enlise un peu, le tournage qui est prévu pour le début de l'automne se rapproche et le rôle n'est toujours pas attribué. Mais la directrice de casting est pourtant très confiante car elle pense à quelqu'un depuis le début, Samantha Mathis, une quasi-inconnue de 19 ans, fille de comédienne et qui a surtout travaillé jusqu'ici pour des séries télé. Mais le problème, c'est qu'elle est partie faire un voyage autour de l'Europe en sac à dos.
Et à la fin de l'été, Samantha Matisse rentre tout juste de France lorsque son agent lui annonce une audition le lendemain. J'avais fait le tour de l'Europe avec mon sac à dos et je venais de rentrer. Mon agent m'a appelé et il m'a dit « Ce film serait parfait pour toi, mais tu fais une audition demain. » J'étais en plein décalage horaire, je rentrais de France. Mais j'ai lu le script et le rôle était fait pour moi. Il y a certains rôles dont on se sent tout de suite proche. Alors je suis allé faire mon essai. La directrice de casting m'a regardé et m'a dit « Chérie, t'as vraiment l'air fatiguée. Rentre chez toi, récupère et reviens demain. » C'est ce que j'ai fait. Et Sandy Stern se souvient des auditions de Samantha Matisse. Samantha a fait son essai, elle est sortie, elle a fait un carton. Elle a été fantastique pendant cette audition. Christian lui a donné la réplique, pendant les essais en tout cas. Elle sort de la pièce, je me retourne vers les autres et je dis « C'est quand même marrant, toutes les filles qu'on a vues, on leur a parlé, on leur a posé des questions. On sait où elles ont grandi, ce qu'elles ont fait, où ont-elles étudié la comédie, mais on n'a jamais discuté avec Samantha, pas une seule fois. On ne sait rien de cette fille. » Tout le monde a dit « Mon Dieu, mais t'as raison. » Avec un budget de 6 millions de dollars, le tournage démarre dans le courant de l'automne 1999 sous l'œil du directeur de la photographie Walt Lloyd. C'est le chef opérateur de Sexe, mensonges et vidéo de Steven Soderbergh, tout juste auréolé de la Palme d'Or à Cannes. L'image de Pump Up the Volume est simple, sans fioritures, et la collaboration entre Walt Lloyd et Alan Moyle se passe très bien. Même si Pump Up the Volume se déroule à Phoenix en Arizona, il est en réalité tourné intégralement en Californie dans une ambiance créative et détendue. Faut dire que depuis 2 mois déjà, avant même le début du tournage, Alan Moyle organise des fêtes tous les vendredis. L'équipe apprend à mieux se connaître, ce qui renforce sa cohésion. La collaboration entre Alan Moyle et Christian Slater se déroule à merveille. Tous les matins, le réalisateur lui fait répéter ses lignes de dialogue du jour, pendant que Slater déjeune avec un bol de sirop d'érable dans lequel il écrase du bacon grillé. Ok, on juge pas. Peu importe le nombre de prises, Christian Slater n'improvise jamais. Il suit scrupuleusement le texte avec un naturel qui étonne Alan Moyle qui ne tarit pas d'éloges sur le comédien. Cependant, Harry Latrick enchaîne clope sur clope durant ses monologues, et Christian Slater doit fumer tellement de cigarettes pendant ses scènes au micro qu'il en devient réellement malade pendant quelques temps. Slater a également quelques démêlés avec la police. Entre 1988 et 89, il est arrêté 2 fois pour conduite en état d'ébriété. Et la dernière effraction s'est d'ailleurs soldée par une condamnation à 10 jours de prison et le retrait de son permis. Ce qui impacte le scénario du long métrage puisque Mark Hunter est censé se rendre au lycée et faire ses déplacements en voiture. Alan Moyle change alors son fusil d'épaule et filme tous les trajets du personnage à pied, ce qui d'ailleurs renforce la solitude du personnage à l'écran. Et dans le même ordre d'idée, le final qui se déroule dans une Jeep est également réécrit pour que ce soit Nora qui conduise la Jeep. Bref, il n'y a pas de problème, que des solutions. Il n'y a pas de guerre d'ego non plus, et l'ambiance sur le plateau est idéale comme l'explique Christian Slater. Le plateau était tellement agréable. Je ne me suis jamais senti autant chez moi, aussi à l'aise avec le réalisateur. Les producteurs étaient géniaux, le script était... C'était un film puissant. Samantha Matisse est conquise elle aussi. Évidemment, l'énergie d'Alan Moyle était contagieuse, ainsi que son enthousiasme. Et l'ambiance de travail qu'il créait motivait tout le monde. On avait tous le sentiment de vivre une expérience unique. Entre Christian Slater et Samantha Matisse, l'alchimie fonctionne si bien qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et ils sont si heureux que même si les journées de travail peuvent durer 14 heures ou plus, il n'y a aucun problème pour eux. Leur idylle durera d'ailleurs 1 an. À la vue d'un premier montage, les exécutifs ne sont pas convaincus. Ils trouvent que le démarrage du film ne fonctionne pas et que certains monologues d'Harry Latrick sont trop longs. Ils craignent surtout que ce personnage ne soit pas assez aimable. Robert Shaye, le patron de la New Line, balance même au visage d'Alan Moyle que le film n'est pas diffusable. Mais Sarah Richer et les propres filles de Robert Shaye font comprendre à Alan Moyle que c'est une tactique courante de Robert Shaye pour forcer les cinéastes à travailler plus dur. Pour autant, toutes les remarques ne sont pas à jeter. L'ouverture du film est d'ailleurs repensée. L'ordre et le nombre de séquences avec Mark Hunter aussi. Et pour que les monologues nocturnes d'Harry Latrick paraissent moins longs, les monteurs séparent des nuits en intercalant des séquences à l'école par exemple.
Une réorganisation qui est facilitée par le fait que le personnage garde toujours les mêmes costumes. Une astuce d'ailleurs que John Hughes, le papa de Breakfast Club, a souvent utilisée pour ses propres longs métrages. Alan Moyle aimerait que le film soit un peu plus expérimental et obscur, là où la New Line cherche au contraire à rendre le film toujours plus accessible. Pour Alan Moyle, tenter de faire un film qui plaise à tout le monde, c'est le meilleur moyen pour faire un mauvais film. Donc même s'il doit parfois lâcher du lest, il garde le cap sur ses intentions. Sarah Richer, par exemple, ne voulait pas que Nora se retrouve à demi nue devant Mark Hunter, lui aussi torse nu, durant une scène de rapprochement entre les deux personnages. Sarah Richer ne voulait pas de la scène où la fille enlève son pull. Elle disait « mais personne ne ferait ça ». Je lui ai dit « ça m'est arrivé une fois, un jour de chance. J'étais avec une fille et d'un coup, elle attrape son pull, un pull ample, c'était les années 60, pas de soutien-gorge, et elle a enlevé son pull et elle m'a regardé. Comme si elle me défiait de réagir. Je me souviens de m'être dit « cette fille est cool ». Sarah me demandait si ce serait choquant et si ce serait crédible. If it would be obnoxious or if it would be believable, said let's shoot it both ways. Elle m'a dit « essayons les deux ». J'étais heureux de le faire, je savais que ça serait bien. Ensuite, avec Samantha, on a filmé au-dessus et au-dessous des tétons. J'étais persuadé que la scène allait fonctionner et qu'elle serait plus sympathique que lubrique. Et la comédienne, Samantha Matisse, abonde dans le sens du réalisateur. Dans le film, le sexe est beau et innocent. Même la scène où j'enlève le haut n'était pas gratuite, ou même ouvertement sexuelle. Je me laissais emporter dans un geste magnifique, plein de franchise et d'amour. Je rentre en contact avec toi. Cela dit, le passage clé avec le personnage homosexuel mal dans sa peau pose à nouveau un problème, mais cette fois pour une autre raison. Sandy Stern se souvient d'une projection test organisée à San Fernando, en Californie. Le moment pivot est la scène où le gamin gay appelle pour lui dire « Je crois que je vais me suicider ». Christian le provoque, il le conduit sur une pente et le gamin finit par se suicider. Pour une raison quelconque, le jour où on devait tourner la scène où il appelle Christian pour lui dire qu'il souffre, la scène ne fonctionnait pas. Je me souviens qu'Alan et moi, nous étions en dehors de Los Angeles, on faisait une projection test du film, et quelque chose dans cette scène ne marchait pas. Ça ne parlait pas aux spectateurs. J'ai remarqué un garçon dans le public qui parlait de la scène. Elle lui posait un problème, et j'ai fait passer un mot à Alan Moyle pendant la projection, disant « Il nous faut ce gamin-là ». Et le garçon qui était dans le public est le garçon que l'on voit dans Pump Up the Volume, dans le rôle du jeune suicidaire. On l'a ramené avec nous, on a retourné la scène complètement, on l'a remonté, et ça a fonctionné parfaitement. Ce gamin n'était même pas un acteur. On l'a trouvé grâce à des commentaires pendant la projection. Le titre du film est trouvé par la New Line. Ce sera Pump Up the Volume, en référence au titre House Music de Mars qui a cartonné entre 87 et 88. Alan Moyle, lui, aurait préféré le titre Talk Hard, qu'on peut traduire par Parler fort ou durcir le ton. Mais bon, il cède sur ce point. À propos de chansons, tiens, le film en nécessite évidemment beaucoup pour rythmer le film, mais aussi pour dépasser le simple monologue silencieux de Harry Latrick. Mais pas seulement. Tout le monde le sait, l'adolescence est toujours étroitement liée à la musique. Et Harry Latrick diffuse des titres qui reflètent ses émotions du moment. Et pour trouver ses chansons, même si Alan Moyle est très calé en matière de musique, il est aidé par Cathy Nelson, une music supervisor qui a travaillé sur des films comme Le flic de Beverly Hills, Cry Baby ou plus tard Point Break, les premiers films de Tarantino et très récemment Top Gun Maverick. Ensemble, ils dressent une énorme liste de morceaux rock indé, de hip-hop, et passent beaucoup de temps à trouver les bonnes chansons qui reflètent les goûts d'Alan Moyle et sa sensibilité. Certaines chansons sont d'ailleurs indiquées en toutes lettres dans le scénario et ont été parfois diffusées sur le plateau. Pas mal de titres qu'il aimerait, comme Painted Black des Rolling Stones, sont hors de prix pour le budget très limité du film. D'autres chansons sont éliminées car elles sont déjà utilisées dans d'autres productions. Mais il faut faire aussi des choix, parfois négocier avec les artistes et les labels pour qu'ils fassent un prix. Cathy Nelson et Alan Moyle réussissent à obtenir un titre des Beastie Boys qui pourtant refusent systématiquement que leurs chansons apparaissent dans des BO. Comme les Beastie Boys trouvent que le film a l'air cool, ils leur donnent un titre de fond de catalogue. Bon allez, une chanson pour tous mes amis personnels de la côte Est. The Beastie Boys. Elle a soulevé tellement de controverses qu'ils l'ont supprimée de leur premier album. Vaut mieux l'écouter dans le noir. Ouais.
king of the corner just one time. Cool at the boyard, running them lines, smoking that crack, singing them rhymes. Keep on my bunk just to pass the time. Les Pixies leur accordent également le titre Waves of Mutilation, qui, sous ses airs planants, est basé quand même sur des paroles très très glauques du criminel Charles Manson. Cease to resist, giving my goodbye. Petit à petit, Katy Nelson et Alan Moyle réduisent leur liste et obtiennent des titres de groupes émergents comme Soundgarden, Sonic Youth, Henry Rollins, Cowboy Junkies, Liquid Jesus, avec des titres qui annoncent le son rock des années 90. Pour les convaincre, Alan Moyle écrit même à certains artistes, comme Leonard Cohen, un auteur-interprète que le réalisateur admire. Il a en tête Everybody Knows, issu de l'album I'm Your Man, sorti l'année précédente. Une chanson qu'il connaît bien puisque c'est sa propre femme, Leanne Unger, qui l'a mixée. Leonard Cohen donne rapidement son accord pour que la chanson soit utilisée, mais le détenteur des droits musicaux, lui, est plus récalcitrant. Et il faut les efforts conjugués de Katy Nelson, Alan Moyle et Leonard Cohen pour lui faire changer d'avis. Mais ce n'est pas encore gagné, car Robert Scheid de la New Line ne veut pas utiliser la chanson de Leonard Cohen car il la trouve beaucoup trop sombre. La production fait donc enregistrer une reprise par le groupe alternatif californien Concrete Blonde. Mais Moyle n'est pas satisfait par le résultat et reste accroché à Leonard Cohen. Devant l'insistance de Moyle, Robert Scheid finit par accorder son autorisation à condition qu'on entende la reprise dans le film. Alan Moyle et ses monteurs replacent donc le titre de Leonard Cohen en ouverture du film et se débrouillent pour que l'on entende en arrière-plan le cover des Concrete Blonde dans une des séquences du film. Et le film a également une véritable bande originale composée pour le film par Cliff Martinez. Aujourd'hui, c'est un compositeur de musique de film très réputé qui a une longue collaboration avec Soderbergh, mais également Nicholas Winding Refn sur des films comme Drive ou Neon Demon. Mais en 1989, Cliff Martinez, c'est encore un débutant qui vient juste de terminer le score de Sexe, mensonges et vidéo qu'Alan Moyle a justement beaucoup aimé. Alan Moyle ne lui donne pas spécialement d'indication ni de direction musicale précise. Martinez sait juste que la musique du film doit servir de trait d'union entre les différentes chansons et donner un sentiment d'unité à l'ensemble. Le musicien utilise donc des guitares et de la batterie pour donner une saveur rock'n'roll, et le tout appuyé par des nappes de synthétiseurs. Même si Cliff Martinez cache son stress de débutant, le réalisateur apprécie la rapidité et la gentillesse du musicien, et la collaboration se déroule à merveille. J'ai reçu du courrier, les mecs. Écoutez ça. Cher Harry Latrick, mon petit ami ne veut plus me parler. Comment puis-je lui montrer que je l'aime ? Écoutez, je sais pas quoi répondre, c'est des lettres pour agence matrimoniale. Si je savais comment on se lève une meuf, je serais parti en baiser une au lieu de me faire chier ici à tenir le crachoir. Pump Up the Volume est proposé au Festival de Cannes en 1990, mais n'est pas retenu dans la sélection officielle. Le film est quand même diffusé au marché du film où il est très apprécié. Le buzz monte, comme on dit. Le film sort sur les écrans américains dans un parc de 799 salles le 24 août 1990. Les critiques sont plutôt bonnes et le film reçoit même le Golden Space Needle Award du meilleur film au Festival de Seattle. Malheureusement, il ne rapporte que 1,6 million de dollars lors de son premier week-end et termine sa course autour des 11,5 millions sur le sol américain. Le film peut rentrer dans ses frais, on va dire, mais sa carrière n'est pas aussi brillante qu'espérée. La comédienne Samantha Mathis a son explication. Malheureusement, le film n'a pas trouvé sa place aux États-Unis. On l'a jugé trop provoquant et interdit aux moins de 17 ans, alors qu'il s'adressait à des ados. Même si les adultes aimaient le film, ou les jeunes adultes, une partie du public n'a pas pu voir le film, du moins en salle. En France, Pump Up the Volume est sélectionné au Festival de Deauville. Il reçoit d'ailleurs le prix Coup de cœur LTC et le prix du public. Et le film sort le 5 décembre 1990, une semaine après La Petite Sirène de Disney, Pretty Woman qui lance la carrière de Julia Roberts, et une semaine avant Memphis Belle ou encore le premier film live des Tortues Ninja. Forcément, au milieu de tous ces films, Pump Up the Volume peine à se démarquer et finit donc malheureusement sa carrière en salle française avec à peine plus de 107 000 spectateurs. Mais c'est surtout par la VHS et la bande originale que le film se constitue un solide statut de film culte. Il traverse les générations et il est enfin vu par les principaux concernés, les lycéens. Sandy Stern. J'étais toujours le mec bizarre au lycée. Je n'étais jamais le mec cool avec qui il fallait traîner. Et quand on n'est pas cool, quand on se sent exclu, le lycée, ça pue.
Je pense que c'est pour ça que le film a continué à marcher et que les gens s'y sont identifiés avec le temps. Pump Up the Volume n'est pas disponible sur les plateformes de streaming. Le film appartient aujourd'hui à la Warner et surtout il comporte beaucoup de chansons dont les autorisations de droits musicaux, signées en 90, sont devenues très complexes à démêler, ce qui explique sa rareté. Mais il existe un DVD français de bonne facture, sorti chez Metropolitan et toujours trouvable, ainsi qu'un Blu-ray américain plutôt basique mais avec une très belle copie. Que tout le monde m'écoute, c'est pas encore fini, ça fait que commencer, mais ça dépend de vous. Il faut que tous les jeunes s'emparent des ondes, volez-les, elles vous appartiennent, parlez, ils peuvent pas vous en empêcher, vous avez une voix, utilisez-la. Il faut pas que ça s'arrête, trouvez un nom et prenez l'antenne, c'est votre vie, prenez-la en charge, allez-y, faites-le, faites n'importe quoi. Mettez-y toutes vos tripes, dites chiottes et merde 1 million de fois si vous le voulez, mais c'est à vous de décider. Volez l'antenne, prenez-la, maintenez-la en vie. Alors moi, en 1990, quand je découvre l'existence du film, je suis au lycée, donc j'avais le bon âge, j'étais en seconde. Alors j'ai pas vu le film au cinéma, mais en décembre, je me souviens très bien, je vois l'affiche du film, format pantalon sur une colonne Maurice, là, comme ça, et l'accroche de l'affiche m'a attiré. Y a-t-il une vie après le lycée ? Et cette affiche-là m'a suffisamment marqué pour que je me jette sur la VHS lorsqu'elle est sortie, et évidemment, j'ai adoré, quoi. Et je l'ai revu plusieurs fois, je l'ai copié à l'époque où on piratait avec Max les cassettes VHS pour voir et revoir les films. Puis après, je l'ai réenregistré sur Canal en VO, parce que le problème de la VHS, c'est que la plupart du temps, on découvrait les films en VF, et là, le film gagne quand même à être vu en VO. Et donc moi, j'ai beaucoup aimé ce film que je trouvais profond, plus réaliste que les autres teen movies, du style Can't Buy Me Love, ou certains films de John Hughes, par exemple. J'aimais bien, et j'aime toujours d'ailleurs, les deux facettes du personnage. D'un côté, Mark Hunter, hyper introverti, ne parlant à personne, et puis de l'autre côté, son alter ego, Harry, qui lui permet de s'exprimer pleinement et qui finit par capter l'attention des autres. Il y a un aspect super-héros, type Peter Parker, Spider-Man, Clark Kent, Superman. Ça me plaisait bien, ça me parlait bien en tout cas, parce que je suis un ancien lecteur de comics Marvel. Et puis j'adorais aussi évidemment le comédien Christian Slater, que j'avais déjà vu dans Fatal Games, Le Nom de la Rose, tout ça, et que j'allais adorer encore plus dans True Romance. Et puis j'en pinçais aussi un peu pour le personnage de Nora, qui me rappelait une fille de mon lycée d'ailleurs, qui a rien à voir physiquement, mais dans son caractère. D'ailleurs, la comédienne Samantha Mathis est blonde dans la vraie vie. En fait, elle s'est teint les cheveux en brun pour le rôle. Stern, Moyle et elle, ils étaient d'accord sur ce point. Il fallait qu'elle soit brune. Et c'est vrai que ça lui va super bien, que ça colle bien au personnage, qui est à la frontière du gothique, tout ça, quoi. C'est toi la voix qui crie dans le désert. Tu es la voix qui m'enflamme l'esprit et me détraque l'estomac. Oui, tu me prends les tripes. Mes entrailles s'étalent sur ton autel et prédisent l'avenir. Mes viscères bouillants et gluants révèlent ta personnalité. Je te connais. J'ignore ton nom, mais je sais à quoi tu joues. Je connais ta vraie nature. Viens vers moi, ou je viendrai vers toi. Et puis dans les mêmes années, il y a eu d'autres films comme ça qui sont sortis, comme Good Morning Vietnam, évidemment, avec Robin Williams, dont Tib a consacré déjà un express. Et puis l'excellent talk radio d'Oliver Stone. Alors je sais pas si vous avez déjà vu ce film, mais si vous l'avez jamais vu, je vous conseille ardemment de le regarder. Et d'ailleurs, Alan Moyle et Sandy Stern, ils ont vu ces films-là lorsqu'ils étaient en pleine préparation du film. Mais ils se sont dit que leur projet était très différent, que ça dépassait l'idée d'un gars derrière un micro. Ce qui est vrai d'ailleurs. Petit détail amusant, il y a une comédienne, Ellen Green, qui campe la prof de lettres là, plutôt cool dans Pump Up the Volume, qui a justement un rôle assez conséquent d'ailleurs dans Talk Radio. C'est marrant quand on revoit ce film là, on se dit il y a 30 ans qui ont passé, ça passe très très vite, parce qu'avec les années, il y a d'autres moyens d'expression qui sont apparus, les comptes MySpace, les forums, les blogs, les réseaux sociaux, YouTube, tout ça. Et quelque part, Greta Thunberg prend un peu le même chemin que Harry, quelque part, mais avec des outils contemporains, et puis aussi une autre démarche, évidemment. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le monde est totalement différent. En 90 on n'avait que 6 chaînes télé et on écoutait pas mal la radio. On l'écoute toujours j'imagine, mais en tout cas la radio c'était une vraie fenêtre sur le monde, on y apprenait des choses. Alors moi je suis trop jeune pour avoir connu Françoise Dolto sur France Inter dans les années 70, mais je repense à la voix fumeuse de Macha Béranger que j'écoutais parfois dans ces émissions qui étaient diffusées tard le soir. D'ailleurs je crois que je les écoutais en été il me semble. On écoutait des gens se confier au téléphone, ils parlaient de coups durs de la vie, ils avaient souvent des coups de blues, tout ça. Puis il faut pas oublier aussi les animateurs Doki D. Fool, derrière le fameux Loving Fun sur Fun Radio, diffusé entre 92 et 98. Entre 19h30 et 22h, Loving Fun avec Doki D. Fool. Le sexe sans complexe, l'amour avec humour. À l'heure des années SIDA, qui ont justement impacté notre génération, les auditeurs pouvaient s'exprimer sans tabou sur la sexualité à l'antenne. Avec mon copain, j'ai fait l'amour. C'est bien. Il n'a pas réussi à me pénétrer.
Oui, alors pour la première chose, est-ce qu'il était en érection? Non. Ah bah non, alors dans ce cas-là, ça peut pas rentrer à l'intérieur, c'est pas possible. Ça me paraît évident. Et ça a été un truc de dingue. Une petite révolution, quelque part. Après, il y a eu d'autres animateurs qui se sont lancés sur le créneau parce que ça marchait beaucoup. Je pense à l'animateur Max ou l'ex-star du X, Tabata Cash, par exemple. Et pour en revenir à Pump Up the Volume, c'est un film que je revois de temps en temps, tous les 3-4 ans, on va dire. Et là, je l'ai revu pour ce podcast et j'ai trouvé que ce qui encadrait le scénario, toute l'histoire autour de la directrice antagoniste, les parents, tout ça, c'était finalement ce qui était le plus daté. C'est un peu classique et un peu trop appuyé quand même. Et puis le temps a passé, le film a quand même plus de 30 ans. Le côté subversif est peut-être moins puissant aussi aujourd'hui. L'évolution des mœurs a absorbé tout ce qui est raconté dans le film finalement. Pourtant, je trouve aussi que le film garde toute sa force sur ce que ça raconte, sur le mal-être adolescent, les émotions qui nous traversent à cet âge. On a un pied dans l'enfance et l'autre dans le monde des adultes. On est un peu ballotté entre les deux, on comprend pas tout. En tout cas, c'est un véritable Polaroid de son temps. Quand je pense au film aussi, je repense à la découverte de Leonard Cohen, des Concrete Blondes, sacrée découverte. Pour moi, c'était totalement obscur tout ça. Et donc, quand je découvre le film, je découvre aussi ça. C'est d'ailleurs la reprise des Concrete Blondes qui figure sur la BO, qui était sortie dans le commerce, à la place de l'original de Leonard Cohen. D'ailleurs, une BO qui était limitée à 12 chansons, parce qu'il y a un problème de royalties. Donc des titres comme ceux de Descendants, les Beastie Boys, Ice-T, Was Not Was, tout ça, on les entend dans le film, mais c'est écarté de l'album, quoi. Par ailleurs, la musique originale de Cliff Martinez n'est jamais sortie dans le commerce, mais elle est accessible intégralement et gratuitement sur le site officiel de Cliff Martinez, donc pourquoi se priver ? Pour moi, le film, c'est le point de bascule entre les années 80, pour faire simple, c'est les années pop insouciantes, et les années 90, tout en demi-teinte, un peu plus provocante. Et il préfigure d'autres films de ce type, comme Single de Cameron Crowe, Génération 90 de Ben Stiller. Même on peut aussi se dire que Virgin Suicides de Sofia Coppola est une extension un peu de Pump Up the Volume, quoi. Mais si Pump Up the Volume résiste autant, c'est aussi parce qu'il contient un aspect contestataire, politique, social, qui reste quand même malheureusement toujours d'actualité dans l'Amérique post-Trump. Si on y réfléchit, les préoccupations des jeunes Américains sont les mêmes aujourd'hui, voire même encore plus fortes dans une Amérique toujours plus clivée, quoi. Je pense aux menaces sur les droits de l'avortement, des trucs comme ça. D'ailleurs, dans le lycée où est tourné le film, Saugus, il y a eu une tragédie en 2019. Un lycéen a tiré sur 5 camarades, faisant 2 morts, et lui, il se suicide. Si tu penses 2 secondes à la vie d'un adolescent, tu as des parents et des profs qui te disent quoi faire, tu as des films, des magazines, une télé de merde qui te disent quoi faire, mais tu es le seul à savoir ce que tu dois faire. Ton job, ton principal but, c'est de te faire accepter, de dégoter une petite amie et un truc vraiment bordant à faire tout le reste de ta vie. Mais si tu sais plus où t'en es, si t'imagines même pas une carrière, ou si t'as la gueule en biais et que tu trouves pas de petite amie. Alors ça, y a personne que ça intéresse. L'équipe du film a souvent évoqué l'idée d'une suite, ou d'une éventuelle série télé, mais rien ne s'est vraiment jamais monté. Pourtant, il y a plein de gens comme moi qui se demandent comment les personnages de Mark et de Nora, ils ont vieilli, justement en voyant les réseaux sociaux, tout ça, comment ils ont vécu l'apparition d'Internet, de YouTube, des podcasts, tout ça. Et donc ces fans posent régulièrement cette question à Christian Slater. Je pense que ça serait marrant de réexaminer ça. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à Mark Hunter ? Où est ce gamin qui avait cette radio pirate ? Et aujourd'hui, qui s'en fiche ? Car tout le monde a un podcast. Alors que ça, c'était le podcast underground original avant que tout ça arrive. C'est difficile à dire. Il y a tellement de Harry Latrick aujourd'hui que sa voix risque d'être noyée dans la masse. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Pour finir, en 2019, il y a une comédie musicale qui s'est créée, basée sur Pump Up the Volume. Ce n'est pas une suite, mais une adaptation fidèle au film apparemment. Et la première mondiale devait avoir lieu le 3 avril 2020, mais la pandémie Covid-19 en a décidé autrement. Mais j'imagine que dans un temps futur, ça va revenir, et on attend d'en savoir plus. Je suis partout à la fois. J'entre à pas de souris dans le cœur et l'esprit tortueux de chacun de vous. Levez les yeux, et vous me verrez. Je vous ferai signe de là-haut. À poil, avec seulement mon cock ring. Et voilà, c'est tout pour cet express qui était un peu long, mais quand on aime, on compte pas, comme on dit. Et vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les bonnes plateformes de podcast. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube, car depuis quelques temps, on commence à mettre des blind tests musicaux très rigolos, et puis on vous prépare encore d'autres petites surprises. Allez, à bientôt pour un prochain épisode. À ciao, bonsoir.
si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.